la boussole. Non mais première chose quand même, effectivement remercier Mourad et Laurence sur le fait de pouvoir se réunir ici et pouvoir discuter, pouvoir nous armer, pouvoir à un moment donné voir quelles sont aussi les perspectives d'action qu'on a. J'ai trouvé que les interventions de l'avocate et de la juge étaient intéressantes justement pour pouvoir s'armer, mais je ne pourrais pas intervenir sans quand même rappeler et avoir la rage sur le fait qu'aujourd'hui, si ça va être inscrit dans le droit commun, c'est parce que d'abord, en novembre 2015, ça a été voté au Parlement, quand même. Et ça a été voté au Parlement avec, je crois, 6 oppositions, c'est-à-dire 6 personnes qui ont voté contre. Hein. Après, ça a été prolongé et compagnie, mais et ce qui est assez intéressant, parce que je crois que Frédéric Lordon le disait là dans le teaser, ça a été dit par plusieurs intervenants, en fait, ils se donnent les moyens de pouvoir effectivement taper fort. Ils se donnent les moyens effectivement de pouvoir parer à la contestation. Mais ils se donnent aussi les moyens, et l'état d'urgence, ces lois, la question du terrorisme et de comment c'est utilisé, c'est pour réprimer ici, mais c'est pour pouvoir continuer à faire les guerres là-bas. Bon. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de se rendre compte qu'entre les votes, il y a eu le 19 novembre 2015, il y avait le vote sur l'état d'urgence, et puis quelques jours après, le 25 novembre, il y avait la prolongation des frappes aériennes sur la Syrie. Hein. Et là, ils étaient encore moins à voter contre. Ils étaient que 4. Je dis ça parce que on parle de date, de mémoire, de Clémenceau. Là, on parle de 2015, en fait. Et aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est effectivement que ça s'inscrive dans le droit commun. Bon. Mais avant que ça s'inscrive dans le droit commun, il y a des gens qui ont ouvert la boîte de Pandore, et tout le monde avait remarqué quand même qu'à ce moment-là, au gouvernement et au Parlement, c'était pas une majorité d'En Marche qui était présente. Bon. Donc une fois ça dit, je crois que franchement, l'intervention d'Antonin, elle force le respect. Aujourd'hui, faire 10 mois de prison préventive sur la base d'un témoignage anonyme dont il se révèle a posteriori qu'il s'agit d'un témoignage de policier, on va dire flic, hein, pour être tout à fait cordial avec l'institution, ça montre juste jusqu'à quel niveau la répression peut s'abattre sur nous. Bon. Et donc, il faut comprendre de la même manière que les 8 de Goodyear, et c'est tout à l'honneur des 8 de Goodyear d'avoir fait du 19 et 20 octobre, pas une date simplement pour défendre des syndicalistes, mais ouvrir sur la question de la bagarre contre la répression, d'où qu'elle vienne, de tous les fronts de lutte, surtout après la mobilisation contre la loi travail, mais aussi d'en faire une échéance contre la politique qui était celle du gouvernement. Il faut comprendre, je crois, à cette étape que le procès qui s'ouvre le 20 septembre est un procès qui concerne toutes et tous. Bon. Et que, en fait, on le dit assez souvent, on pourrait passer quasiment nos mois à aller faire le tour des camarades réprimés, soit par un procès, soit par une procédure disciplinaire dans une boîte, soit par une sanction, soit par une convocation au commissariat, tout ça. Et qu'à un moment donné, le recensement fait par Jacques, il est utile parce qu'il permet de voir l'ampleur de l'attaque, mais il nous donne aussi des tâches. Et ces tâches, c'est qu'à un moment donné, ça serait bien que tous les réprimés, tous les sanctionnés, tous ceux qui sont condamnés, fassent une grande marche contre la répression. Bon. Parce que si on veut imposer ce rapport de force, et le Front social, l'idée, c'est pas juste justement de s'attaquer ou de s'opposer à la question de la loi travail, mais c'est de s'opposer à l'ensemble de la politique aujourd'hui qui va être menée, qui va démanteler totalement ce que sont nos conditions de vie, avec toujours ce même objectif, qui est celui de pouvoir nous faire travailler et nous exploiter plus pour qu'une petite minorité de parasites s'en mette plein les poches. Bon. Et donc, moi je lance ça comme idée, sans en avoir discuté avec grand monde, mais le but c'est aussi de discuter un peu autour de ça. Peut-être que dans la foulée du 20 septembre, l'idée d'une marche avec tous ceux qui ont été réprimés, tous ceux qui ont été condamnés, et bien évidemment dans la situation là de défendre les camarades qui passeront au procès et qui risquent quand même la tôle, ça serait peut-être une occasion de donner une visibilité d'ensemble sur le terrain de la répression autour de ça. Bon. Sur, en quelques mots, ma situation, puisque
je suis un peu obligé de mettre un petit peu plus l'accent que d'habitude sur ce qui m'arrive, parce qu'il y a un risque en fait très réel que d'ici courant l'été, je sois en fait en dehors de l'entreprise La Poste, qui est celle qui m'a embauché avec grand plaisir en 2003. Pourquoi il y a un risque important? Bon, j'en ai moi-même du mal, on est en train d'essayer de refaire le décompte, mais on est, donc ça fait 14 ans de boîte. Sur ces 14 ans de boîte, c'est au moins 12 entretiens préalables au licenciement, plus de 1 an de mise à pied et 4 procédures de licenciement qui sont arrivées jusqu'au ministre. Bon. On avait réussi à parer l'ensemble des coûts, y compris sur un cas d'une grève en 2010 dans lequel on nous avait accusé 16 postiers et postières syndicalistes pour la plupart, de la CGT et de Sud, d'avoir commis une séquestration sur 13 responsables RH. Sur ces 16 camarades, au pénal, on a été 3 à être condamnés au final sur les 16. Dans les 3, j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont été condamnés en dernière instance. Alors à l'époque, la situation était un peu différente, donc j'ai été condamné, ce qui fait quand même froid dans le dos quand c'est le côté diplomate que nous pouvons avoir à la Poste et dans le 92 en particulier. On a été condamné donc, à séquestration de bande organisée. Alors à l'époque, la condamnation est tombée sur une amende. Bon. Mais il y a quand même cette condamnation. Il se trouve que dans la procédure, on va dire administrative, puisque à la fois il y a une procédure pénale puis une procédure administrative, l'inspection du travail a d'abord refusé le licenciement sur le fond et la forme, puis le ministre et le tribunal administratif en première instance avaient refusé le licenciement sur des éléments de non-respect des droits de la défense, puisqu'en fait, sans rentrer dans tous les détails, ils ne m'avaient pas donné accès à l'ensemble des pièces de ce qu'on m'accusait, et ils avaient changé les griefs d'abord un blocage au moment de la commission disciplinaire, à une séquestration. Ce qui n'est quand même pas exactement la même chose de faire un blocage et de séquestrer. Ce qu'on nous a reproché dans ce moment-là, en fait, c'est que ça faisait plus de 60 jours qu'on était en conflit, il n'y avait aucune négociation, et en fait, on s'est retrouvé au 3e étage de la direction départementale, dans le hall de ce 3e étage, qui donnait accès au bureau du directeur départemental, qui s'était enfermé et carapaté dans son bureau, et donc nous n'avions pas accès, il fallait un badge pour pouvoir ouvrir cette salle porte. Donc on était là, on attendait, on était 70, 80, et arrivé 17h30, 18h, au 4e étage, il y a tout le service des ressources humaines, qui est donc descendu du 4e étage, et comme tout était bloqué par la police en bas, s'ils voulaient quitter les lieux, ils étaient obligés d'utiliser leur badge pour ouvrir cette porte qui donnait accès à une autre sortie, mais ça voulait dire bien évidemment qu'il y avait un risque que les 70-80 grévistes eh bien, en profitent pour se faufiler comme des petites souris derrière cette porte ouverte. Donc, de façon tout à fait, parce qu'ils ont une conscience de classe et ils savent défendre leurs intérêts, ils ont refusé d'utiliser leur badge et ils sont restés avec nous. On a au final, puisque ça durait pas plus de 2 heures, on a au final obtenu le droit d'avoir une audience de négociation. Nous avons quitté les lieux, tout le monde a pu utiliser son petit badge pour repartir au niveau des services des ressources humaines, et puis voilà, on avait une audience de négociation. Rien pendant 10 jours, puis au bout de 15 jours, ils ont sorti cette idée de séquestration. Donc là, on a quand même une situation, puisque, je le répète, on avait obtenu gain au niveau de l'inspection du travail, du ministre et du tribunal administratif, mais ils ont fait appel à la cour d'appel administrative de Versailles 7 ans après, et ils viennent de casser les 3 décisions. Donc 7 ans après, je me retrouve, et c'est l'objet le 29 juin, obligé de retourner devant l'inspection du travail pour 7 ans après expliquer les faits qui s'étaient déroulés. Bon, mais tout le monde se voit bien qu'avec, comment dirais-je, une condamnation au pénal pour, même si c'est qu'une amende, pour séquestration en bande organisée, l'inspection du travail va être dans une situation un peu compliquée. Donc la question du rapport de force, de la mobilisation, elle est très importante pour le 29 juin devant le ministère du Travail à 18h30. Bon. Et d'ailleurs, on mettra en avant aussi toute une série d'autres cas de répression qu'il y a à la Poste, parce que c'est une entreprise qui a un niveau de répression très fort, mais aussi parce qu'il y a un niveau de combativité important. Et justement, sur les perspectives dont parlent les gens, quelle combativité aujourd'hui? Bon. On va, au niveau du Front social, relier toutes les initiatives qui existent.
Par exemple, le 27 juin, on sera aux Invalides à l'appel de l'intersyndicale Île-de-France contre la loi travail. Bon. Il nous semble par contre très important de ne pas laisser de répit au gouvernement Macron. Pas juste parce qu'il faut mener cette bagarre et seulement cette bagarre, parce que l'on comprend que le gouvernement Macron, ce qu'il veut faire, et s'il veut aller aussi vite, c'est parce qu'il veut mettre un coup de bambou sur la tête du mouvement ouvrier, des organisations syndicales, des salariés, pour pouvoir dérouler avec une grande violence le reste de son programme. On n'oublie pas par exemple que là, c'est pas complètement con, on a été à Notre-Dame-des-Landes il y a une quinzaine de jours avec les camarades qui nous y avaient invités. On est dans une situation à Notre-Dame-des-Landes où il y a 6 mois de médiation, mais on sait très bien que le gouvernement a quand même toujours dans la tête de réouvrir toute une série d'autres fronts. Donc pour nous, c'est très important qu'on regroupe largement et que cette question sur la loi travail XXL nécessite une riposte et un blocage du pays XXL. Et que ça veut dire qu'il faut le défendre aujourd'hui, regrouper un maximum de forces. Et dans ce sens-là, on a bien évidemment dès aujourd'hui fait un communiqué concernant, puisque là, plus personne pourra décemment dire « je ne savais pas ce qu'il y avait dans le projet des ordonnances ». C'était déjà sorti dans le Parisien, dans le Libération. Là maintenant, il est rédigé, tout le monde voit bien. En fait, c'est juste ce qu'ils avaient dit, il n'y a rien de très neuf. On fait le choix de, bien évidemment, être présent le 27 juin, mais dès le 14 juillet. Bon, et c'est un choix qu'on a pris. Alors, 14 juillet, pas pour aller sur les Champs-Élysées en défilé militaire. Mais le 14 juillet, l'après-midi, dire, bah, écoutez, nous, on pense qu'on a aussi des choses à dire et à défiler à ce moment-là. L'après-midi, on peut faire l'après-midi. Le lieu et l'endroit est encore, on va dire, en discussion, mais l'idée, c'est de ne pas faire ce qu'on a fait habituellement. Et puis en plus, on sait que c'est une période où il y aura aussi un peu moins de monde, mais on souhaite montrer et donner le signal dès maintenant qu'on ne lâche pas l'affaire. Voilà. On ne lâche pas l'affaire et qu'on continue à regrouper nos forces, à regrouper les équipes syndicales de Sud, de la CGT, les différents fronts de lutte antifascistes, contre les violences policières, du milieu étudiant traditionnel. Bon, mais de faire en sorte que justement tout ça se regroupe. Et comme l'a dit Mika, parce que c'est très important ce qu'a dit Mika tout à l'heure, le fait aussi qu'il y a des gens qui bagarrent, qui sont en grève. Les MAD, par exemple, qui étaient venus à notre rencontre nationale le 10 juin et qui sont en bagarre. Le fait de défendre aujourd'hui et qu'il y ait des syndicalistes reconnus qui disent il faut arriver à regrouper l'ensemble des boîtes qui sont en bagarre contre leur licenciement et qui fassent en sorte que justement, pas bagarrer séparément, mais de le faire ensemble, c'est aussi un élément important et on a en tête et dans l'esprit de dire que dès début septembre, il y ait un peu de façon décentralisée dans chacune des boîtes qui ferment un peu, peut-être une initiative un peu commune qui permette de donner une visibilité à toutes ces boîtes qui ferment, pour pas être obligé de... Parce qu'en fait, moi, si j'avais pris un tract, j'aurais pu citer plein de boîtes là, auxquelles il faut aller à une soirée de soutien. Et donc la question de septembre, il y a aussi un enjeu important de donner une visibilité là-dessus. Et on sait bien, il y a, voilà, on relaiera, les directions syndicales parlent d'une journée de grève interprofessionnelle début septembre. Alléluia, on y sera et on fera en sorte de la massifier le plus possible. Mais comment dirais-je, le 20 septembre, on sait dès maintenant que les ordonnances passeront pour, comment dirais-je, habilitation au niveau du Conseil des ministres, c'est-à-dire pour adoption définitive au niveau du Conseil des ministres. Donc on se dit que cette date-là, il faut que ce soit une date nationale, que l'on travaille dès maintenant.